Une jeune fille pauvre s'était trompée de métro et s'était retrouvée dans un quartier riche, où elle avait sauvé un inconnu qui n'était autre qu'un millionnaire déguisé. Vous mentez. Vous n'avez pas de foyer où retourner, n'est-ce pas? La voix du policier était tranchante, ses yeux plissés par la méfiance. Céline se tenait figée sur le trottoir immaculé, ses mains tremblantes agrippant les lanières de son sac à dos usé. « Yeah! Je me suis juste perdue, balbutia-t-elle, sa voix à peine audible. J'essaie de retrouver le chemin de la maison. La maison, ricana le policier, jetant un œil à son apparence débraillée. Pas de papier, pas d'adresse, pas de contact. Vous mentez. Vous n'avez pas de foyer où retourner, n'est-ce pas? Les yeux de Céline s'emplirent de larmes, mais elle refusa de les laisser couler. Elle avait affronté pire que cela. À 22 ans, elle avait appris à masquer sa douleur, à cacher ses vulnérabilités. Ayant grandi en famille d'accueil, elle avait été ballottée d'un foyer à l'autre, n'appartenant jamais vraiment à aucun lieu. Désormais, travaillant de nuit dans un restaurant sordide du quartier le plus malfamé de la ville, elle gagnait à peine de quoi payer son loyer dans un appartement délabré. Ce matin-là, après un double service exténuant, Céline était montée dans le métro, avec l'intention de rentrer chez elle. Épuisée, elle s'était assoupie, pour se réveiller dans un quartier huppé et inconnu. Les rues étaient propres, les immeubles imposants et immaculés. Elle n'avait jamais vu une telle opulence de si près. Sans plus d'argent sur sa carte de transport et la batterie de son téléphone à plat, Céline s'était mise à marcher, espérant trouver un point de repère familier ou une station de métro. En errant, elle remarqua un homme âgé s'effondrer sur le trottoir devant elle. Des dizaines de piétons bien habillés passèrent, certains jetant des regards furtifs, mais aucun ne s'arrêtant. Sans hésitation, Céline se précipita aux côtés de l'homme. « Monsieur, vous m'entendez » demanda-t-elle, secouant doucement son épaule. Aucune réponse. Elle vérifia son pouls, faible mais présent. Une petite flaque de sang se formait sous sa tête. « Que quelqu'un appelle une ambulance » cria-t-elle, regardant autour d'elle. Les gens continuaient de passer, évitant son regard. Frustrée, Céline sortit son téléphone, pour se souvenir qu'il était déchargé. Elle repéra un café voisin et y courut. « S'il vous plaît, j'ai besoin d'utiliser votre téléphone. » Un homme s'est effondré dehors, plaida-t-elle. Le barista hésita mais lui tendit le téléphone. Céline composa rapidement les urgences, fournissant le lieu et les détails. Retournant auprès de l'homme, elle utilisa son écharpe pour exercer une légère pression sur la blessure à sa tête. « Les secours sont en route » murmura-t-elle. Quelques minutes plus tard, une ambulance arriva, accompagnée de 2 policiers. Tandis que les ambulanciers s'occupaient de l'homme, un policier s'approcha de Céline. « Avez-vous vu ce qui s'est passé » demanda-t-il. « Je l'ai trouvé comme ça et j'ai appelé à l'aide » répondit-elle. Le policier la regarda avec scepticisme. « Avez-vous une pièce d'identité » Céline secoua la tête. « J'ai perdu mon portefeuille. »« Quel est votre nom » ?»« Céline. »« Céline Comet ?»« Juste Céline. » L'expression du policier se durcit. « Vous mentez. Vous n'avez pas de foyer où retourner, n'est-ce pas ?» Avant que Céline ne puisse répondre, un gémissement provint du brancard. L'homme âgé reprenait connaissance. « Monsieur, vous m'entendez » demanda un ambulancier. L'homme hocha faiblement la tête. « La jeune fille, elle m'a aidé. » Le policier se tourna vers Céline, son attitude changeant légèrement. « Est-ce vrai » Céline hocha la tête. L'homme âgé la regarda, les yeux remplis de gratitude. « Merci, ma chère. » Alors que les ambulanciers se préparaient à le transporter, il tendit la main et prit celle de Céline. « S'il vous plaît, venez avec moi. Je veux vous remercier convenablement. » Céline hésita, jetant un coup d'œil au policier. « C'est bon » l'assura l'homme. « J'insiste. » À contre-cœur, Céline monta dans l'ambulance, s'asseyant à côté de l'homme tandis qu'il se dirigeait vers l'hôpital. Après un examen approfondi, les médecins confirmèrent que l'homme avait subi une légère commotion cérébrale, mais qu'il se rétablirait complètement. Alors qu'il se reposait, il se tourna vers Céline. « Je m'appelle Monsieur Whitman, » dit-il. « J'habite à proximité. Une fois sorti, j'aimerais que vous veniez chez moi. C'est la moindre des choses que je puisse faire. » Céline tenta de protester, mais il écarta ses objections d'un geste de la main. « Absolument pas, vous m'avez sauvé la vie. » 2 jours plus tard, Céline se tenait devant un grand manoir. Ses grilles étaient ouvragées et imposantes. Elle prit une profonde inspiration et sonna. Un majordome ouvrit la porte, l'accueillant chaleureusement. « Mademoiselle Céline,
nous vous attendions. À l'intérieur, le manoir était encore plus luxueux qu'elle ne l'avait imaginé. Sol en marbre, lustre en cristal et œuvres d'art inestimables ornaient chaque pièce. Monsieur Whitman l'accueillit dans le salon. « Bienvenue, ma chère, je vous en prie, faites comme chez vous. » Céline s'assit maladroitement, se sentant déplacée au milieu de cette opulence. « J'ai pris des dispositions pour que vous restiez ici quelque temps, » dit Monsieur Whitman. « Vous avez besoin de repos, et j'y tiens. » Submergée, Céline hocha la tête. « Merci. » Alors qu'elle s'installait dans la chambre d'amis, Céline ne put s'empêcher de réfléchir au tournant surréaliste qu'avait pris sa vie. D'être accusée d'être sans abri à être accueillie dans un manoir, cela ressemblait à un rêve. Mais au fond d'elle, elle savait que ce n'était que le début d'un nouveau chapitre, rempli d'incertitudes, d'espoir, et peut-être d'une chance pour une vie meilleure. Céline se tenait silencieusement au bord du grand couloir, ses doigts tortillant la lanière effilochée de son vieux sac en toile. L'air sentait le bois ciré et les fleurs fraîches, trop propres, trop raffinées pour quelqu'un comme elle. Ses yeux suivirent le majordome qui disparaissait derrière d'imposantes portes doubles, la laissant seule dans un espace trop grand pour le silence. De derrière, une voix troncha le calme. « Alors, c'est vous la fille qui se trouvait là par hasard quand mon grand-père s'est effondré. » Féline se tourna lentement. Un homme de haute taille, vêtu d'un costume bleu marine impeccable, se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, l'expression indéchiffrable. Ses traits étaient aigus, des sourcils épais et sombres, une mâchoire rasée de près, et un regard qui semblait en voir trop. « Je suis Céline, » dit-elle, la voix prudente. « J'étais dans la rue quand c'est arrivé. J'ai aidé, » s'approcha-t-il. « Aider, ou voir une opportunité. Je n'ai pas demandé à venir ici, » insista-t-elle, la voix calme mais ferme. Il plissa les yeux, puis se tourna et disparut dans une autre pièce. Quelques instants plus tard, des voix étouffées s'élevèrent derrière la porte. Les mots étaient indistincts, mais la tension était palpable. Une minute s'écoula avant qu'il ne revienne, cette fois avec le vieil homme que Céline avait secouru à ses côtés. Céline, sourit chaleureusement le vieil homme. « Voici mon petit-fils, Daniel. » Elle fit un petit signe de tête. Daniel le lui rendit à peine. Plus tard dans la soirée, après un dîner silencieux où Daniel lui adressa à peine la parole, Céline se retrouva assise dans la chambre d'amis, se sentant comme une intruse dans un rêve trop cher pour elle. Elle jeta un coup d'œil à la couette moelleuse, aux rideaux bordés d'or, au léger tic-tac de l'horloge ancienne sur la commode. Tout ici murmurait un monde auquel elle n'appartenait pas. Le lendemain, M. Whitman, joyeux et bavard malgré son bras bandé, demanda à Céline de rester quelques jours pour se reposer et se remettre du choc. Elle commença à aider là où elle le pouvait. Elle remarqua Maria, la jeune fille de la gouvernante, jetant timidement un coup d'œil à son livre de mots anglais. Céline proposa de l'aider, et à la fin de l'après-midi, elles riaient toutes les deux d'idiomes mal prononcés et de poèmes idiots. Ce soir-là, Daniel rentra d'une réunion et trouva Céline assise à la longue table de la cuisine, montrant des fichiers de mémoire tandis que Maria gloussait à côté d'elle. Il resta silencieux un moment avant de parler. « Vous semblez vous mettre très à l'aise, » dit-il froidement. Céline leva les yeux, imperturbable. « J'aide juste ?» demanda-t-elle. Daniel hocha lentement la tête, mais ne dit rien de plus. Il tourna les talons et s'éloigna, ses pensées obscurcies par la suspicion. Il avait déjà commencé à faire une vérification de ses antécédents. Il devait savoir. Personne n'entrait par hasard dans leur monde sans raison. Les résultats arrivèrent le lendemain. Pas de parents, pas de dossier universitaire, pas de casier judiciaire. Un refuge d'urgence avait enregistré son nom 3 ans auparavant. Un emploi à temps partiel dans un restaurant. C'était tout. Elle n'avait rien à cacher parce qu'il n'y avait rien. Daniel était assis dans son bureau, le rapport sur son bureau, un café intact à côté de lui. Elle était exactement qui elle disait être, une fille qui n'avait rien ni personne. Ce soir-là, en passant devant la porte ouverte du salon, il s'arrêta. Céline pliait des serviettes propres avec la gouvernante, souriant doucement pendant qu'elle travaillait, sa posture détendue, ses mots aimables. Les autres réagissaient à elle comme si elle avait toujours été là, non pas comme une étrangère, mais comme quelqu'un qui comptait. Ce soir-là, au dîner, M. Whitman rit à quelque chose que Céline dit et posa doucement une main sur la sienne. Daniel surprit le geste. Sa mâchoire se contracta. Plus tard, alors qu'il se tenait sur la terrasse arrière,
le ciel baigné par le crépuscule, Daniel parla enfin. « Vous êtes très doué avec les gens. » Céline le regarda de côté. Est-ce un compliment ou un avertissement? Il esquissa le plus léger des sourires, encore en train de décider. Elle eut un petit rire, puis baissa les yeux sur ses mains. « Je sais ce que vous pensez, que je suis ici pour quelque chose, que je suis après l'argent de votre grand-père ou sa gentillesse, ou quoi que ce soit que les riches supposent que les autres veulent. » Daniel ne le nia pas. « Mais je n'ai pas demandé à rester, » continua-t-elle doucement. « Et si vous voulez que je parte, je partirai. » Daniel resta silencieux un moment, puis dit « Il veut que vous soyez ici. C'est suffisant pour l'instant. » Ils restèrent là en silence, la tension s'adoucissant juste assez pour laisser entrer la brise nocturne. Aucun ne faisait entièrement confiance à l'autre. Mais quelque chose avait commencé, pas tout à fait une compréhension, pas encore un pardon, mais peut-être la première fissure dans le mur entre deux mondes très différents. Les jours dans le domaine Whitman passaient lentement et Céline commençait à se sentir comme si elle dérivait dans une vie qui n'était pas vraiment la sienne. Elle aidait partout où elle le pouvait, enseignant l'anglais à Maria, aidant aux petites tâches ménagères et passant du temps avec M. Whitman. Il était gentil et sa sagesse tranquille lui donnait l'impression d'avoir trouvé un espace sûr, même s'il était temporaire. Mais il y avait toujours quelque chose de troublant dans le regard froid et calculateur de Daniel chaque fois qu'il était là. Un soir, alors que Céline était assise avec M. Whitman, l'écoutant parler de sa jeunesse, elle se surprit à s'ouvrir plus qu'elle ne l'avait prévu. La conversation dériva sur son passé. Et avant qu'elle ne s'en rende compte, sa voix trembla de souvenirs longtemps enfouis. « Je n'ai jamais vraiment eu de foyer, » commença-t-elle doucement, les yeux perdus dans le vague alors qu'elle regardait le jardin. « J'ai été orpheline quand j'étais bébé, j'ai grandi dans un orphelinat. Les enfants là-bas ne se souciaient pas beaucoup les uns des autres. J'étais toujours la dernière choisie pour tout, même pour les jeux. Je n'étais assez bien pour personne, je suppose. » Le visage de M. Whitman s'adoucit et il tendit la main, lui tapotant doucement la sienne. « C'est un début difficile, ma chère, mais vous n'êtes plus cette fille. » Elle força un petit sourire, mais la tristesse persistait dans ses yeux. « J'avais l'habitude de penser que je n'étais personne. Comme si je ne comptais pas. Je cherchais toujours quelqu'un pour prouver que je valais quelque chose. Mais j'ai appris à ne plus attendre ça de personne. Les gens n'aident que lorsqu'ils veulent quelque chose en retour. » Sa voix faiblit alors qu'elle continuait. « On m'a menti tellement de fois. Les gens vous disent qu'ils tiennent à vous, mais ce n'est jamais vrai, pas vraiment. On apprend à se fermer, à ne plus faire confiance. C'est plus facile comme ça. » M. Whitman la regarda avec une intensité tranquille, sa voix aimable mais ferme. « Vous n'êtes pas sans valeur, Céline. Vous êtes plus forte que vous ne le pensez. La façon dont vous avez géré tout dans votre vie. La plupart auraient abandonné maintenant. Mais pas vous. Vous avez une force particulière. » Elle sentit une boule dans sa gorge, mais ne dit rien de plus. Elle était reconnaissante pour ces mots, mais une partie d'elle se demandait si ce n'était que de la pitié. Elle avait toujours été douée pour voir la différence entre la gentillesse et la charité. Cette nuit-là, Daniel rentra tard d'un voyage d'affaires. Céline était dans la cuisine, aidant Maria avec ses devoirs, quand elle entendit le bruit de la porte d'entrée s'ouvrir. Quelques instants plus tard, Daniel trébucha dans le couloir, le visage pâle et les yeux vitreux. Ses pas étaient chancelants et il avait l'air désorienté. « Daniel » dit Céline, la voix inquiète. « Ça va ?» Il ne répondit pas immédiatement, puis s'effondra contre le mur, sa main agrippant sa tête comme s'il ne pouvait en supporter le poids. Céline se précipita vers lui, le cœur battant. Elle ne l'avait jamais vu comme ça. Il avait l'air si vulnérable, si différent de l'homme confiant et froid qu'il était habituellement. « Daniel, » dit-elle avec urgence. « Qu'est-ce qui ne va pas? Vous êtes brûlant. » Il marmonna quelque chose, mais elle ne comprit pas les mots. Céline alla immédiatement à la cuisine, attrapa une serviette humide et retourna à ses côtés. Elle la posa doucement sur son front, mais sa température était incroyablement élevée. Elle sentit la panique monter en elle. « Vous avez besoin de repos, » dit-elle doucement, presque plus pour elle-même que pour lui. Elle l'aida à s'asseoir sur une chaise et le couvrit avec la couverture qu'elle avait attrapée sur le canapé. Elle se déplaça rapidement, allant chercher de l'eau, des médicaments et un bol de soupe dans la cuisine. Malgré sa résistance initiale, Daniel se laissa aller en arrière et la laissa s'occuper de lui. Céline sentit la chaleur de sa peau à travers la serviette et ne put s'empêcher de remarquer à quel point il semblait plus humain maintenant,
dépouillé de l'arrogance et de la distance qu'il affichait d'habitude. Elle s'assit à ses côtés, le surveillant attentivement alors qu'il sombrait et émergeait du sommeil. Au fil de la nuit, la fièvre de Daniel commença à tomber et Céline resta avec lui, ajustant les couvertures et essuyant la sueur de son front. À un moment donné pendant la nuit, l'épuisement la gagna et elle se retrouva appuyée contre le bord de son lit. Sa tête s'abaissa lentement et avant qu'elle ne puisse s'en empêcher, elle s'était endormie, sa joue reposant sur le côté du matelas. La fièvre de Daniel était finalement tombée aux premières heures du matin et il reprit lentement connaissance. Il cligna des yeux, la lumière de la fenêtre perçant ses yeux fatigués. Il essaya de se redresser mais se figea quand il la vit là, endormie à côté de lui. Ses cheveux étaient en désordre et sa main reposait toujours près de son oreiller, mais c'est sa vue qui le prit par surprise. Sa gentillesse, son souci sincère pour lui malgré tout, firent basculer quelque chose en lui. Il la regarda un moment, sa respiration régulière le calmant d'une manière qu'il n'avait pas prévue. Elle n'était pas comme les gens de son monde, ceux qui voulaient toujours quelque chose de lui. Elle était altruiste. Il n'avait pas réalisé à quel point cela comptait pour lui jusqu'à présent. Alors que Céline remuait légèrement, Daniel se redressa rapidement, ne voulant pas la réveiller, mais son regard resta sur elle. Pour la première fois depuis longtemps, son cœur n'était pas rempli d'amertume ou de suspicion. Il y avait quelque chose en elle qui semblait réel, quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis des années. Plus tard ce matin-là, après que Céline se soit réveillée et ait vérifié son état, Daniel ne dit pas grand-chose. Il essayait toujours de traiter les émotions qui le traversaient, mais en partant au travail, il fit quelque chose d'inattendu. Il prit discrètement des dispositions pour que Céline travaille à la bibliothèque locale, un endroit où il savait qu'il y avait un poste vacant. Il ne dit pas que c'était pour son bien, mais au fond de lui, il savait que c'était la bonne chose à faire. Quand il lui annonça la nouvelle plus tard, Céline fut stupéfaite. « Pourquoi? Pourquoi faites-vous cela ?» La réponse de Daniel fut simple. « Parce que vous méritez une chance, Céline. » Et pour la première fois depuis longtemps, Céline sentit que peut-être, juste peut-être, elle n'était pas aussi invisible qu'elle l'avait cru. La lumière du matin filtrait à travers les larges fenêtres de la cuisine, illuminant les comptoirs en marbre et les robinets argentés étincelants. Mais malgré l'élégance sereine, une tension couvait sous la surface. Céline entra dans la cuisine juste à temps pour entendre des voix s'élever. « Je suis arrivée tôt parce que j'ai du travail de préparation supplémentaire », lança Clara, les bras croisés. « Tu agis toujours comme si tu étais la seule à t'en soucier », rétorqua Sophia, claquant une cuillère dans l'évier. « Arrête d'essayer de me faire mal paraître devant Monsieur Daniel. »« Je n'ai jamais dit ça. Arrêtez, » dit Céline, sa voix douce mais ferme alors qu'elle s'interposait entre elles. Les deux femmes la regardèrent, surprises. « Pouvons-nous d'abord prendre une profonde inspiration ?» Elles ne parlèrent pas, mais la chaleur dans l'air commença à se dissiper légèrement. « Je sais que les choses deviennent stressantes, » continua Céline, « mais vous deux travaillez plus dur que quiconque que je connaisse. Peut-être qu'il ne s'agit pas de savoir qui a fait quoi de mal, mais comment nous pouvons arrêter de nous faire du mal. » Il y eut une longue pause. Clara détourna le regard la première. Les épaules de Sophia s'affaissèrent. Plus tard dans la journée, Clara approcha Céline dans le jardin, s'essuyant les mains sur son tablier. « Tu as géré ça mieux que je n'aurais jamais pu. Tu as quelque chose de rare, Céline. » Céline sourit timidement. « Je sais juste ce que c'est que de se sentir invisible. » Ce soir-là, Daniel descendit dans un costume gris anthracite. « Grand-père insiste pour que tu nous accompagnes au gala ce soir, » dit-il sans la regarder dans les yeux. « C'est un événement caritatif. Tu es son invité spécial. » « Je n'ai pas ma place dans des endroits comme ça, » murmura Céline. Daniel la regarda, et un instant, son expression s'adoucit. Il est têtu quand il veut quelque chose, et il a rarement tort. 2 heures plus tard, Céline se tenait au bord de la grande salle de bal, vêtue d'une simple robe empruntée. Les lustres au-dessus scintillaient comme des galaxies et les rires résonnaient sur les sols en marbre. Elle garda la tête baisse. Accent aigu, sentant le poids des regards. Des chuchotements la suivaient alors qu'elle passait. « C'est la fille qu'ils ont trouvée dans la rue? Elle n'a pas l'air d'être à sa place ici. Peut-être qu'elle est une sorte de cas de charité. » Les mains de Céline tremblaient. Son souffle se coupa. Daniel parlait avec un investisseur à proximité, mais il remarqua. Au moment où il entendit quelqu'un ricaner, elle ne sait probablement même pas quelle fourchette utiliser. Il se tourna. Il marcha droit vers Céline et lui prit la main. « Écoutez attentivement, » dit-il,
sa voix claire, projetée. Personne n'a le droit de décider de la valeur de quelqu'un en fonction de son apparence, de son origine ou de la quantité d'argent qu'il possède. La pièce devint silencieuse. Elle n'est pas ici par pitié, ajouta Daniel. Elle est ici parce qu'elle mérite d'y être. Céline le fixa, stupéfaite, ne sachant pas si son cœur battait la chamade de peur ou d'autre chose. Mais après que les mots se soient installés et que la foule se soit dispersée, une vague soudaine d'émotion la submergea. Elle s'excusa, se glissant sur la terrasse, sous la pluie qui avait commencé à tomber. Elle ne réalisa qu'elle pleurait que lorsque les gouttelettes froides se mêlèrent à ses larmes. Des pas, puis une main toucha son épaule. Plus maintenant. La voix de Daniel était douce derrière elle. « Pourquoi as-tu fait ça ?» murmura-t-elle. « Maintenant, ils te détesteront aussi. »« Je m'en fiche, » dit-il simplement. « Tu ne comprends pas. J'ai passé toute ma vie à me faire rappeler que je ne compte pas, que je n'ai pas ma place. » Daniel se plaça devant elle, ses yeux brûlants d'une ardeur féroce et inconnue. « Tu comptes. Tu as toujours compté. » Et puis, sans hésitation, il la prit dans ses bras. La pluie tomba plus fort, trempant leurs vêtements, mais aucun d'eux ne bougea. Elle s'accrocha à lui comme à une bouée de sauvetage, et il la serra comme s'il avait attendu des années pour la trouver. Il baissa la tête et leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser. Deux interrogateurs real. Ce n'était pas un moment de conte de fées. Il n'y eut pas de feu d'artifice, pas de halètement des spectateurs. Juste deux personnes brisées trouvant quelque chose d'entier l'une en l'autre sous la pluie. « Je n'ai jamais su que je valais autant, » murmura-t-elle contre sa poitrine. Daniel pose son maintient sur sa tête. Tu vas encore plus. À l'intérieur de la salle de bal, la fête continuait. Mais sur la terrasse, une histoire différente venait de commencer. La salle de conférence était remplie de regards froids et d'un silence calculé. Daniel était assis au bout de la longue table en acajou, les doigts joints sous son menton, tandis que le président, un homme aux cheveux gris et aux yeux perçants, parlait lentement et clairement. « Nous avons reçu des commentaires d'investisseurs majeurs, » dit le président, « et ils sont préoccupés. Votre association publique avec cette fille, Céline, a commencé à affecter la perception. »« Ce n'est pas n'importe quelle fille, » répondit Daniel, la voix égale. « Elle n'est pas de notre monde, » intervint un autre membre du conseil. « Nous avons travaillé trop dur pour maintenir la réputation de cette entreprise. Si vous continuez à vous impliquer avec elle, Daniel, le conseil a le droit de voter votre renvoi en tant que PDG par intérim. » La majorité de Daniel se contracta. Son monde avait toujours été froid, construit sur la logique, l'héritage et la performance. Il ne s'était jamais soucié de leur chuchotement, mais maintenant le coup était réel. Cette nuit-là, il s'assit seul dans son bureau, les lumières de la ville s'étendant à l'infini derrière la vitre. Il fixa son téléphone, son contact brillant sur l'écran. Il n'appela pas. Le lendemain matin, il trouva Céline dans la bibliothèque du domaine, lisant pour le jeune fils du jardinier, tous deux riant doucement. Elle leva les yeux quand elle le vit, sourit, et il sentit le poids dans sa poitrine doubler. Mais il ne dit rien du conseil, de la pression, des menaces. Au lieu de cela, il commença à se retirer. Il cessa de se joindre à elle pour les repas. Il répondait à ses questions par de brefs hochements de tête. Ils gardaient leur conversation superficielle, routinière. Elle le remarqua. Bien sûr qu'elle le remarqua. Céline ne demanda rien. Elle ne supplia ni ne pleura. Elle commença juste à se recroqueviller à nouveau sur elle-même. Un soir, elle lui apporta du thé et le trouva dans son bureau, les lumières tamisées, des papiers éparpillés sur son bureau. « Je sais que j'ai fait quelque chose de mal, » dit-elle doucement. « Mais je ne sais pas ce que c'est. Et si seulement vous me disiez. » Daniel ne la regarda pas dans les yeux. « Tu n'as rien fait de mal, Céline. Alors pourquoi ai-je l'impression d'être à nouveau une étrangère ?» Il se leva brusquement, se dirigea vers la fenêtre. « Parce que c'est ce que nous sommes. » Son soufflet se bloqua. « Quoi? Je pense qu'il est temps que tu quittes le domaine. » C'était là, plus tranchant qu'un couteau, plus froid que la pluie sous laquelle il s'était embrassé. Céline le fixa. « Est-ce que tu veux ?» Daniel ferma les yeux. Il voulait crier. Non, mais tout ce qu'il dit fut « oui ». Elle ne pleura pas devant lui. Elle se tourna, monta tranquillement à l'étage et commença à faire ses valises. Elle plia chacun de ses rares biens avec des mains tremblantes. Le pull qu'il lui avait donné, le livre qu'elle n'avait jamais fini, l'écharpe qu'elle portait le jour de leur rencontre. Quand elle eut terminé, elle laissa un simple mot sur la table de chevet. «
Je n'ai jamais rien voulu de vous. Ni votre nom, ni votre fortune. Juste la paix que je trouvais près de vous. Merci de me l'avoir donnée, même pour un petit moment. Sois heureux, Daniel. S'il te plaît. Au moment où Daniel retourna dans sa chambre, elle était partie. Il trouva le mot, s'assit sur le bord du lit et le lut en silence. Et pour la première fois depuis des années, Daniel Rowe, l'homme qui ne pleurait jamais, ne faiblissait jamais, se pencha et laissa le silence le briser. Dans le calme de cette vaste pièce luxueuse, où tant avait été construit et protégé, un homme réalisa enfin ce qu'il venait de perdre. Pas une réputation, pas un poste, mais la seule chose qui l'avait jamais fait se sentir vraiment vivant. La cloche au-dessus de la porte de la bibliothèque tinta doucement alors que Céline entrait. Une odeur familière de vieux livres et d'encre l'envahit. C'était comme entrer dans un coin tranquille et oublié de son âme. Un endroit épargné par le chagrin, la pression ou les attentes. Elle n'était pas revenue pour se cacher, mais pour recommencer. Elle organisa la section enfants, arrangea les livres d'images et rouvrit le cercle de lecture gratuit pour les enfants du refuge voisin. La nouvelle se répandit rapidement. Mademoiselle Céline est de retour. Et chaque après-midi, la petite pièce se remplissait de petites chaussures, d'yeux avides et d'histoires qui soulevaient les cœurs. Elle se porta également volontaire pour enseigner l'anglais et les mathématiques de base aux enfants immigrés le week-end. Elle n'avait rien à offrir que du temps, de la patience et la certitude que la gentillesse pouvait changer des vies. Un après-midi, après une leçon, la bibliothécaire en chef l'appela à part. « Il y a un appel pour vous, dit-elle. C'est de l'université. Ils ont dit que vous aviez postulé pour la bourse communautaire des femmes. » Le souffle de Céline se coupa. « Je ne m'attendais pas à... Vous l'avez eu. » Ses genoux cédèrent et elle s'assit lourdement sur la chaise la plus proche, les larmes lui montant aux yeux. Elle ne s'était jamais vue comme une érudite. Mais maintenant, l'avenir n'était plus quelque chose à craindre. C'était quelque chose à construire. Cette nuit-là, elle écrivit dans son journal. « Personne ne décide de ma valeur sauf moi. Ni d'où je viens, ni combien j'ai, ni qui m'a quitté. » Les semaines passèrent. Céline commença à suivre des cours du soir. Ses journées étaient remplies de travail et d'études. Son nom devint discrètement connu parmi les organisations à but non lucratif et les éducateurs. Son histoire commença à circuler. Une jeune femme autrefois prise pour une sans-abri, enseignant maintenant aux enfants et obtenant un diplôme contre vent et marée. Puis un matin, un magazine de style de vie bien connu publia un article de fond. La fille qui a pris le mauvais train et a fini par se trouver. Daniel vit le titre par hasard dans un café près de son bureau. Il fixa la photo. Céline assise sur le sol d'une bibliothèque. Un enfant endormi sur ses genoux. Son sourire doux et radieux. Ses doigts tremblèrent. Il acheta tous les exemplaires qu'ils avaient. De retour au domaine, il s'enferma dans son bureau, dépliant les pages avec le désespoir de quelqu'un essayant de s'accrocher à un rêve. Il lut chaque mot. Sur son enfance dans les refuges. Son parcours à travers la douleur. Son nouveau but. Et puis il pleura. Pour la première fois depuis son départ, le barrage céda. Ce n'était pas la culpabilité qui le touchait, mais l'admiration. Elle n'avait pas seulement survécu sans lui. Elle était devenue plus qu'il ne l'avait jamais imaginé. Elle s'était épanouie. Plus tard dans la soirée, son grand-père entra dans son bureau. « Je l'ai lu aussi, » dit le vieil homme, tenant quelque chose dans sa main. Daniel leva les yeux, encore rouges. Elle a laissé ça derrière elle, ajouta son grand-père. Posant une écharpe bleu pâle, l'écharpe de Céline, sur le bureau. Elle l'enroulait autour de ses mains quand elle était nerveuse. Daniel tendit la main, la touchant comme si c'était quelque chose de sacré. « Sais-tu ce que j'ai vu en elle ?» demanda doucement le vieil homme. « Pas de la pitié, pas de la charité. J'ai vu du feu, et de la chaleur, et quelqu'un qui a redonné vie à cette maison froide. » Daniel ne dit rien, se contentant de refermer ses doigts sur l'écharpe. « Tu laisses la peur te priver de la meilleure chose qui te soit jamais arrivée, » murmura son grand-père. « Et si tu continues à faire ça, elle ne sera pas la seule à avoir perdu quelque chose. » La pièce retomba dans le silence. Mais dans la poitrine de Daniel, une décision avait déjà commencé à se former. Pas par regret, par amour. Par la connaissance profonde et irrévocable que ce qu'il avait laissé partir n'était jamais en dessous de lui. C'était tout ce dont il n'avait jamais su qu'il avait besoin. Et maintenant, il ferait tout ce qu'il faudrait pour la retrouver. L'auditorium de l'université bourdonnait de rire,
de déclics d'appareils photo et du froufrou des toges. Des familles fières remplissaient les rangées, serrant des fleurs et des ballons, tendant le cou pour apercevoir leurs proches parmi la mer de diplômés. Céline se tenait parmi eux, portant sa toque et sa toge, son cœur battant d'incrédulité et de fierté. L'annonceur appela son nom. Céline Grace Whitman. Elle s'avança, la tête haute, le sourire tremblant. Ses yeux parcoururent automatiquement la foule et s'arrêtèrent. Tout au fond, debout, immobile, se trouvait Daniel. Il ne portait pas de costume, juste une simple chemise et un jean foncé. Mais ses yeux, ils contenaient tout. Elle faillit trébucher. Leurs regards se croisèrent. Il ne dit rien, ne fit aucun geste. Mais il se tenait là, solide et silencieux, comme une promesse tacite. Après la cérémonie, il était parti. Une semaine passa. Céline reprit son travail à la bibliothèque. Chaque après-midi, elle lisait des histoires aux enfants, planifiait son prochain cours communautaire, corrigeait le manuscrit de son livre. Pourtant, la présence silencieuse de Daniel persistait comme une question à laquelle elle ne pouvait répondre. Puis, un jeudi pluvieux, il vint. La porte grinça doucement. Elle leva les yeux de son bureau d'enfant, et il était là, trempé par la bruine, tenant son écharpe. Son soufflet s'échoua pas. « Je suis désolé de venir à l'improviste, dit-il doucement. Je ne savais pas si j'aurais même la chance de te parler. » La pièce était vide, à part eux. La tempête dehors assourdissait le monde. Féline se leva lentement. Son cœur s'emballa, mais sa voix était calme. « Tu aimes trouver. » Daniel hocha la tête. « J'ai lu ton histoire. J'ai tout lu. Je t'ai regardé de loin pendant ta remise de diplôme. Je ne voulais pas gâcher ta journée. » Céline déglutait difficilement. « Pourquoi es-tu ici? » « Je ne suis pas ici pour justifier ce que j'ai fait, dit-il. Tu méritais l'honnêteté, et je t'ai donné la peur. J'ai laissé le monde décider pour moi qui je pouvais aimer, et ce faisant, je t'ai perdu. » Il s'approcha, mais ne tendit pas la main vers elle. « Je voulais être courageux pour toi, mais j'ai été un lâche. J'ai laissé des gens qui n'ont jamais connu ton cœur te juger, et je ne me suis pas battu assez fort. Mais je n'ai jamais cessé de t'aimer. » La voix de Céline était à peine un murmure. « Alors pourquoi n'as-tu rien dit? » « Parce que je pensais que je n'en avais pas le droit, » admit-il. « Mais je suis ici maintenant, non pas pour demander ton amour, juste pour une chance d'être à nouveau près de toi, quelle que soit la manière dont tu me le permettras. » Puis il fit quelque chose qu'elle n'aurait jamais attendu. Daniel tomba à genoux, non pas en demande en mariage, mais en signe de reddition. « Je ne demande pas l'éternité, » dit-il, la voix brisée. « Je demande juste un commencement. Une chance de regagner ta confiance, de faire partie de ta vie de la manière que tu accepteras. Comme un ami, un soutien, ou quelqu'un qui attend simplement tranquillement à proximité. » Les mains de Céline tremblaient. « Je me fiche de ce que le monde pense maintenant, » continua-t-il. « Je me fiche de diriger une autre entreprise ou de planter des arbres pour le reste de ma vie. Tant que tu te souviens que j'étais celui que tu as pardonné. C'est suffisant. » Des larmes coulaient sur ses joues. Elle s'agenouilla devant lui, sans un mot, l'entoura de ses bras. Daniel enfouit son visage dans son épaule, s'accrochant à elle comme un homme qui aurait erré dans les déserts et aurait finalement trouvé de l'eau. « Je suis toujours en colère, » murmura-t-elle. « Je sais, » murmura-t-il. « Je suis toujours blessé. Je le mérite. Mais tu ne m'as jamais manqué, » dit-elle. Même quand je détestais que ce soit le cas. Ils s'assirent sur le sol de la bibliothèque, enlacés. La pluie tapait doucement sur les fenêtres. Les livres se dressaient silencieusement sur les étagères et l'horloge semblait ralentir, leur donnant l'espace de respirer, de pardonner, de recommencer. Et quelque part en eux, quelque chose de brisé se répara. Pas parfaitement, mais sincèrement. Parce que l'amour, quand il est rendu, n'est pas toujours grandiose. Parfois, il s'agenouille, attend et espère être pardonné. Le soleil filtrait doucement à travers la canopée de feuilles qui ombrageait l'arrière-cour de la bibliothèque Nouveau Départ. Des guirlandes lumineuses scintillantes étaient suspendues entre les arbres et les tables étaient dressées avec des fleurs sauvages cueillies par les enfants du quartier. Il n'y avait pas de chaises de luxe, pas de grande allée, juste des bancs, des rires et l'odeur des tartes maison refroidissant sur les rebords des fenêtres voisines. Un an s'était écoulé depuis que Céline et Daniel avaient retrouvé leur chemin l'un vers l'autre. Depuis, Daniel avait fait un choix qui avait stupéfié le monde des affaires. Il s'était éloigné des conseils d'administration et des gros titres pour devenir discrètement co-directeur de la bibliothèque communautaire qu'ils avaient construite ensemble.
Fini les costumes sur mesure ou les déjeuners d'affaires. Ces nouvelles journées étaient remplies de réparations d'étagères, d'organisation de collecte de livres et d'enseignement du codage à des vétérans sans emploi. Céline, rayonnante d'une confiance nouvelle, était devenue un phare dans le quartier. Son livre, Le jour où j'ai pris le mauvais train mais trouvé la bonne vie, avait discrètement grimpé dans les listes des best-sellers. Mais plus important encore, il avait changé des vies. Les lettres affluaient quotidiennement. Des femmes qui avaient quitté des refuges. Des adolescents qui osaient postuler à l'université. Des personnes seules qui croyaient à nouveau en l'espoir grâce à ces mots. Et maintenant, aujourd'hui, c'était leur mariage. Les invités étaient des gens souvent oubliés. Musiciens de rue, bibliothécaires, vieilles dames du magasin du coin. Des enfants qui volaient autrefois pour manger mais lisaient maintenant le soir. Il n'y avait pas de presse, pas de magazine de mode. Juste de vraies personnes avec de vraies histoires. Toutes liées par la magie tranquille que Céline et Daniel avaient apportée dans leur vie. Céline portait une simple robe blanche qui flottait dans la brise. Ses cheveux étaient ornés de minuscules marguerites, cueillies ce matin-là par une petite fille nommée Lily. Daniel attendait sous une arche en bois qu'ils avaient construite ensemble à partir de planches mises au rebut et peintes avec les enfants du quartier. Il ne semblait pas différent de n'importe quel homme amoureux, sauf que son smile portait le poids de tous les détours qu'ils avaient surmontés. La cérémonie fut courte, honnête. Lorsqu'ils échangèrent leurs vœux, aucun n'essaya d'être poétique. Ils promirent simplement de rester, de ne pas fuir quand les choses deviendraient difficiles, de se battre loyalement et de pardonner souvent, d'aimer les yeux ouverts. Quand l'officiant dit « Vous pouvez embrasser la mariée », des acclamations éclatèrent plus fort que n'importe quel orchestre. Ensuite, alors que le gâteau était servi et que les enfants dansaient pieds nus dans l'herbe, une petite voix tira la robe de Céline. C'était Ava, une petite fille à qui Céline avait appris à lire l'année précédente. Elle avait été abandonnée dans une gare et recueillie par une famille d'accueil voisine. Ava serrait une carte dessinée à la main et leva les yeux, ses grands yeux brillants. « Mademoiselle Céline, dit-elle, la voix tremblante. Vous n'êtes pas une princesse. » Tout le monde à proximité s'arrêta, ne sachant pas ce que l'enfant voulait dire. « Non, je ne le suis pas. Mais vous êtes mon miracle. Parce que maintenant, je ne fais plus de cauchemars. Parce que maintenant, je sais qu'il y a de la bonté dans le monde. » Daniel regarda, ravalant la boule dans sa gorge. Céline serra fort la petite fille dans ses bras. « C'est toi le miracle, Ava. Toi. » Et c'était là, le 6e crescendo. Non pas dans le drame ou l'éclat, mais dans la vérité. Dans la révélation tranquille que l'amour, lorsqu'il est vécu, devient un refuge. Que la guérison, lorsqu'elle est partagée, se multiplie. Plus tard dans la nuit, alors que les étoiles apparaissaient et que la musique s'adoucissait, Daniel et Céline s'assirent sur les marches de la bibliothèque, regardant leur famille choisie rire et danser sous les guirlandes lumineuses. « Nous ne serons jamais parfaits, » dit Céline, sa tête reposant sur son épaule. Daniel embrassa le sommet de sa tête. « Mais nous sommes vrais. Et c'est suffisant, » murmura-t-elle. Derrière eux, l'enseigne de la bibliothèque brillait doucement. La bibliothèque Nouveau Départ, un endroit pour recommencer. Et sous cette lumière, 2 personnes, autrefois perdues, étaient assises côte à côte. Non pas comme des sauveurs, non pas comme des survivants, mais comme des partenaires dans une vie reconstruite à partir de morceaux brisés. Collés ensemble par le choix, par la gentillesse, par l'amour. Et le monde, pour cet instant, semblait juste. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage de douleur, de courage et de guérison. L'histoire de Céline a commencé par un mauvais train et un cœur lourd de difficultés. Mais dans le endroit le plus inattendu, elle a trouvé non seulement la gentillesse, mais un nouveau chemin, une nouvelle famille et un amour qui n'a jamais jugé son passé. Son histoire nous rappelle que même lorsque nous nous sentons perdus, nous pourrions être à un pas de tout ce dont nous avons toujours eu besoin. Si cette histoire a touché votre âme, si elle vous a rappelé que chaque morceau brisé peut encore faire partie de quelque chose de beau, veuillez la partager avec quelqu'un qui a besoin d'un peu d'espoir aujourd'hui. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à Histoire qui touche l'âme et cliquez sur l'icône de la cloche pour ne jamais manquer une histoire qui pourrait guérir votre cœur, inspirer votre voyage ou vous rappeler que l'amour vit encore dans les endroits les plus discrets. À la prochaine fois, continuez de croire aux secondes chances.